La Fraternité de l'Anneau. Première partie du Seigneur des Anneaux. Livre 1er. 1. Une fête très attendue. Quand M. Bilbo Bezac, de Cul-de-Sac, annonça qu'il célébrerait bientôt son 11e anniversaire, par une fête d'une magnificence exceptionnelle, il y eut une forte agitation et rumeur à Hobbitsville. Bilbo était très riche et très particulier, et il y avait 60 ans que le comté s'étonnait de lui, depuis sa remarquable disparition et son retour inattendu. Les richesses qu'il avait rapportées de ses voyages étaient désormais une légende locale, et l'on croyait généralement, quoi qu'aient pu dire les aînés, que la colline de Cul-de-Sac était criblée de tunnels bourrés de trésors. Et si cela ne suffisait pas à assurer sa notoriété, sa vigueur prolongée avait également de quoi surprendre. Le temps passait, mais semblait n'avoir que peu d'effet sur M. Bezac. À 90 ans, il en paraissait encore 50. À 99 ans, on commençait à le qualifier de bien conservé, mais inchangé eût été plus exact. Certains secouaient la tête et disaient que c'était trop beau pour être vrai. Il semblait injuste que quiconque puisse jouir d'une jeunesse perpétuelle, à ce qu'il semblait, en même temps que d'une fortune inépuisable, à ce qu'on disait. Il faudra en payer le prix, disait-on. Ce n'est pas naturel, et les ennuis viendront. Mais jusque-là, les ennuis n'étaient pas venus. Et comme M. Bezac était prodigue de son argent, la plupart des gens lui pardonnaient volontiers ses excentricités et sa bonne fortune. Lui et sa parenté, sauf bien sûr les Bezac d'Escarel, se voyaient encore régulièrement, et il comptait de nombreux et fervents admirateurs parmi les hobbits de familles pauvres et peu influentes. Mais il n'eut aucun anime proche, jusqu'à ce que certains de ses jeunes cousins parviennent au seuil de l'âge adulte. L'aîné d'entre eux, et le favori de Bilbon, était le jeune Frodo Bezac. À 99 ans, Bilbo adopta Frodo comme héritier, l'amenant vivre avec lui à Cul-de-Sac. Alors les espoirs des Bezac d'Escarel furent définitivement anéantis. Bilbo et Frodo se trouvaient avoir le même anniversaire, le 22 septembre. « Tu ferais mieux de venir habiter ici, Frodo, mon garçon, » dit un jour Bilbo. « Comme ça, on pourra célébrer nos anniversaires ensemble et à notre aise. » À cette époque, Frodo était encore dans sa vingtessence, comme les hobbits appelaient l'irresponsable vingtaine, entre l'enfance et le début de l'âge adulte à 33 ans. 12 années encore s'écoulèrent. Chaque année, à Cul-de-Sac, les Bezac donnaient des doubles fêtes d'anniversaire très animées. Mais cette fois-ci, on avait laissé entendre que quelque chose de tout à fait exceptionnel se préparait pour l'automne. Bilbo allait avoir 11 ans et 1 an. 111. Un chiffre plutôt curieux, et un âge tout à fait respectable pour un hobbit. Le vieux Touk lui-même n'avait atteint que 130 ans. Frodo, quant à lui, allait en avoir 33. 33, un nombre important, la date de son passage à l'âge adulte. Les langues allèrent bon train à Hobbitsville et à Below, et la rumeur de l'événement à venir se répandit dans tout le comté. Les antécédents et le caractère de M. Bilbo Bezac redevinrent le sujet de conversation de l'heure. Et les plus âgés virent soudain leur réminiscence faire l'objet d'une curiosité qu'ils voulurent bien satisfaire. Personne n'eut d'auditoire plus attentif que le vieux Ham Gamgee, familièrement appelé l'ancêtre. Il haranguait au buisson de lierre, une petite auberge sur la route de Below. Et il parlait avec une certaine autorité, car il avait entretenu le jardin de Cul-de-Sac pendant 40 ans, après avoir assisté le vieux Holman dans le même rôle. Maintenant que lui-même devenait vieux et s'ankylosait, ce travail revenait surtout à son plus jeune fils, Sam Gamgee. Père et fils étaient tous deux en très bons termes avec Bilbo et Frodo. Ils vivaient sur la colline même, au numéro 3 de la rue du Jet de Sac, juste en bas de Cul-de-Sac. C'est un véritable gentil hobbit que monsieur Bilbo. Un bon monsieur avec une belle instruction, comme je l'ai toujours dit, déclara l'ancêtre. Ce qui était parfaitement vrai.
car Bilbo était toujours très poli avec lui, l'appelait maître Hamfast, et ne cessait de faire appel à ses lumières pour la culture des légumes, en matière de racines, en particulier de pommes de terre. L'ancêtre était reconnu comme l'autorité première par tous les gens du voisinage, lui-même y compris. « Et ce Frodo qui vit avec lui ?» demanda le vieux nouguier de Belot. « Il s'appelle Bezac, mais c'est plus qu'à moitié un Brandy-Book, à ce qu'on dit. Je vois pas pourquoi un Bezac de Hobbitville irait chercher épouse là-bas, dans le pays de Book, où les gens sont si bizarres. » « Pas étonnant qu'il soit bizarre, fit remarquer Pépère de Pied, le voisin immédiat de l'ancêtre, vu qu'ils vivent du mauvais côté du fleuve Brandivin, et à 2 pas de la vieille forêt. Cet endroit-là est malsain, si on se fie à la moitié de ce qu'on raconte. T'as raison, Pépé, dit l'ancêtre. Non que les Brandy-Books du pays de Book vivent dans la vieille forêt, mais ce sont des drôles de moineaux, à ce qui paraît. Ils s'amusent avec des bateaux sur cette grande rivière, et ça, c'est pas naturel. Pas surprenant qu'il y ait eu des ennuis, que je dis. Mais n'empêche, Monsieur Frodo est un jeune hobbit, tout ce qu'il y a de plus aimable. Il ressemble beaucoup à Monsieur Bilbo, et pas que d'apparence. Son père était un Bezac après tout. Un hobbit très respectable, que ce Monsieur Drogo Bezac. Très correct. Et il a jamais tellement fait parler de lui, jusqu'au jour où il s'est nayé. Nayé, firent plusieurs voix. Ce n'était pas la première fois, bien entendu, qu'ils entendaient parler de cette histoire, ni d'autres rumeurs plus sombres encore. Mais les hobbits sont des passionnés d'histoire familiale, et ils étaient prêts à l'entendre encore. « Eh bien, c'est ce qu'on raconte, dit l'ancêtre. Voyez-vous, Monsieur Drogo, il a épousé cette pauvre mamzelle Primula Brandy-Book. C'était la cousine germaine de notre Monsieur Bilbo du côté maternel, sa mère étant la plus jeune fille des filles du vieux Touk. Et Monsieur Drogo était son cousin issu du germain. Donc Monsieur Frodo est son cousin germain et issu du germain. Éloigné au premier degré des 2 côtés, comme on dit, si vous me suivez. Et Monsieur Drogo séjournait à Castle Brandy en compagnie de son beau-père, le vieux maître Gorbadoc, comme il avait pris l'habitude après s'être marié. Vu qu'il aimait bien faire ripaille, la table du vieux Gorbadoc était plutôt bien garnie. Et il est allé pagayer sur le fleuve Brandivin, et lui et sa femme se sont nayés, et ce pauvre Monsieur Frodo, encore enfant et tout. J'ai entendu dire qu'ils sont allés sur l'eau après le dîner, au clair de lune, dit le vieux nouguier, et que le bateau a coulé à cause que Drogo était trop lourd. Et moi, j'ai entendu dire qu'elle l'a poussé dans l'eau, et qu'il l'a entraîné avec lui, dit Sablionnier, le meunier de Hobbitville. Tu devrais pas écouter tout ce que t'entends, Sablonnier, dit l'ancêtre, qui n'aimait pas tellement le meunier. Y a pas de raison d'aller raconter des choses pareilles. Ces bateaux-là sont déjà bien assez traîtres pour qu'ils restent assis tranquillement, sans avoir à chercher plus loin la cause des ennuis. Alors bon, il y avait ce Monsieur Frodo qui était orphelin, laissé en rade, si je puis dire, chez ces étrangers bousserons, et ayant grandi à Castle Brandy comme de bien entendu. Une vraie taupinière, à ce qu'on raconte. Le vieux maître Gorbadoc avait toujours au moins 200 de ses parents là-bas avec lui. Monsieur Bilbo s'est jamais montré plus charitable qu'en permettant à ce garçon de venir vivre chez des gens corrects. Mais ça a dû être un sacré choc pour ces Bezacs d'Escarel. Ils pensaient qu'ils allaient hériter de cul-de-sac, quand il est parti, cette fois-là, et qu'on croyait qu'il était mort. Puis il revint, et il les renvoie chez eux. Et il continue à vivre indéfiniment, sans jamais prendre une ride, béni soit-il. Et voilà-t-il pas qu'il se trouve un héritier, et fait faire tous ses papiers bien comme il faut. Parti comme c'est, les Bezacs d'Escarel verront jamais l'intérieur de cul-de-sac. Du moins, c'est à espérer. J'ai ouï dire qu'il y avait un joli magot caché là-haut, dit un étranger, un visiteur venu pour affaire de grands creusets, dans le quartier ouest. Tout le sommet de votre colline serait criblé de tunnels avec des coffres remplis d'or, d'argent et de joyaux. À ce que j'ai entendu dire. Vous en avez entendu plus que ce que j'en sais, répond l'ancêtre. Jamais qu'on m'a parlé de joyaux. Monsieur Bilbo dépense son argent sans compter, et ne semble pas en manquer. Mais j'ai pas connaissance qu'il y ait eu des tunnels de creusés.
J'ai vu Monsieur Bilbo quand il est revenu. Il y a à peu près 60 ans de cela, dans mon jeune temps. Ça faisait pas longtemps que j'étais l'apprenti du vieux Holman, lui qui était le cousin de mon père. Et il m'a emmené à cul-de-sac pour que j'aide à empêcher les gens de piétiner le jardin tout partout, pendant qu'il y avait la vente. Et voilà-t-il pas Monsieur Bilbo qui arrive en beau milieu de tout ça, grimpant la colline avec un poney et d'énormes sacs et un ou deux coffres. Sans doute qu'ils étaient remplis de trésors dénichés à l'étranger, où il y a des montagnes d'or à ce qu'on dit. Sauf qu'il n'y en avait pas assez pour remplir des tunnels. Mais mon gars, Sam, pourrait vous en dire plus long à propos de cul-de-sac. Il arrête pas d'y aller et venir. Il est fou des histoires de l'ancien temps, je vous en dis pas. Et il écoute tout ce que Monsieur Bilbo raconte. C'est Monsieur Bilbo qui lui a appris les lettres. Sans penser à mal, remarquez, et j'espère qu'aucun mal n'en sortira. Des elfes et des dragons, que je lui dis. Des choux et des pommes de terre, voilà ce qu'il vaut mieux pour toi et moi. Va pas te mêler aux affaires des gens meilleurs que toi, ou tu vas t'attirer des ennuis trop gros pour toi, que je lui ai dit. Et je pourrais le dire à d'autres, ajouta-t-il avec un regard à l'étranger et au meunier. Mais l'ancêtre ne convainquit pas son auditoire. La légende des richesses de Bilbo était désormais trop solidement ancrée dans l'esprit de la jeune génération de hobbits. Oh, mais il se peut bien qu'il continue d'ajouter à ce qu'il a apporté la première fois, soutient le meunier, exprimant ainsi l'opinion commune. Ils s'absentent souvent de chez lui. Et voyez tous ces gens qui lui rendent visite et qui ne sont pas d'ici. Des nains qui arrivent en plein milieu de la nuit. Et ce vieux vagabond d'illusionniste, Gandalf et tout ça. Tu peux bien dire ce que tu veux, l'ancêtre, mais Cul-de-sac est un endroit bizarre. Et ses habitants sont encore plus bizarres. Et toi, Sablonnier, tu peux bien parler tant que tu veux. Quand même, il s'agit de choses à quoi tu ne connais rien. De plus qu'au bateau, réplique l'ancêtre, que le meunier agaçait encore plus que d'habitude. Si c'est ça être bizarre, alors un peu plus de bizarrerie nous ferait pas de tort par ici. J'en connais un ou deux qui paieraient pas une bière à un ami, quand même ils vivraient dans des trous au mur d'or. Mais on fait les choses comme il faut à cul-de-sac. Notre Sam dit que tout le monde va être invité à la fête. Et il y aura des cadeaux remarqués. Des cadeaux pour tous. Pas plus tard que ce mois-ci. Ce mois-là était un mois de septembre. Et on n'aurait pas pu en souhaiter de plus beau. Un ou 2 jours plus tard se répandit une rumeur, sans doute lancée par ce Sam qui semblait tout savoir, comme quoi il y aurait un feu d'artifice. Un feu d'artifice qui plus est, comme on n'en avait pas vu dans le comté depuis quasiment un siècle. Pas depuis la mort du vieux Touc, en fait. Les jours passaient, et le jour approchait. Un chariot d'aspect étrange, chargé de paquets d'aspects non moins étranges, arriva un soir à Hobbitville et gravit lentement la colline jusqu'à Cul-de-sac. Les hobbits stupéfaits entrebâillèrent leurs portes éclairées de lampes pour y jeter des regards ahuris. Il était conduit par de drôles de gens qui chantaient des chansons étranges. Des nains aux longues barbes et aux grands capuchons. Quelques-uns restèrent à Cul-de-sac. À la fin de la 2e semaine de septembre, une charrette arrivée par la route du pont de Brandivin traversa Belleau en plein jour. Un vieillard la conduisait tout seul. Il portait un grand chapeau bleu et pointu, une longue cape grise et un foulard argent. Il avait une longue barbe blanche et des sourcils broussailleux qui dépassaient en bordure de son chapeau. De jeunes hobbits se lancèrent à ses trousses, suivant la charrette à travers tout Hobbitville et jusqu'en haut de la colline. Elle transportait un chargement de feux d'artifice, comme ils le devinèrent. Parvenu à la porte d'entrée de Bilbo, le vieillard commença à décharger sa charrette. Il y avait de gros paquets de feux d'artifice de toutes sortes et de formes différentes, toutes marquées d'un grand G rouge et de la rune elfique. C'était le signe de Gandalf, bien entendu. Et le vieillard n'était autre que Gandalf le magicien, dont la renommée dans le comté tenait surtout à son habile maniement du feu, de la fumée et de la lumière. Ses vraies affaires étaient beaucoup plus délicates et dangereuses, mais les gens du comté n'en savaient rien. Pour eux, il n'était qu'une des nombreuses attractions qui les attendaient à la fête. D'où l'excitation qu'ils suscitaient chez les jeunes hobbits. « J'ai comme géant !» crièrent-ils. Et le vieillard leur sourit. Il le connaissait de vue, même s'il ne venait à Hobbitville
qu'à l'occasion et ne restaient jamais très longtemps. Mais ni eux, ni aucun de leurs aînés, hormis les plus vieux, n'avaient jamais assisté à l'un de ces feux d'artifice. Ils faisaient désormais partie d'un passé légendaire. Quand le vieillard eut fini de décharger ses affaires avec l'aide de Bilbo et de quelques nains, Bilbo distribua des pièces de monnaie, mais aucun pétard ou diablotin ne devait apparaître, à la grande déception des curieux. « Sauvez-vous maintenant, dit Gandalf. Vous en verrez de toutes les couleurs le moment venu. » Puis il disparut à l'intérieur avec Bilbo, et la porte se referma. Les jeunes hobbits restèrent quelque temps fixés dessus, en vain, puis s'enfuirent avec le sentiment que le jour de la fête ne viendrait jamais. À l'intérieur, Bilbo et Gandalf s'étaient installés à la fenêtre ouverte d'une petite pièce qui avait vue sur le jardin du côté ouest. L'après-midi, clair et paisible, touchait à sa fin. Les fleurs flamboyaient, rouges et or, gueules de loup et tournesols, capucines grimpant aux murs gazonnés et jetant un coup d'œil à travers les fenêtres rondes. « Votre jardin est si lumineux, dit Gandalf. « Oui, dit Bilbo. J'y suis vraiment très attaché, comme à tout ce cher vieux comté. Mais je crois que j'ai besoin de vacances. » J'en conclus que vous êtes décidé à suivre votre plan. En effet, ma décision est prise depuis des mois et je n'ai pas changé d'idée. Très bien, inutile d'ajouter quoi que ce soit. Tenez-vous-en à votre plan, dans son intégralité j'entends, et espérons que tout finira bien pour vous comme pour nous tous. Je l'espère. En tout cas, j'ai bien l'intention de m'amuser ce jeudi et de faire ma petite plaisanterie. Qui rira, je me le demande, dit Gandalf secouant la tête. On verra, dit Bilbo. Le lendemain, d'autres charrettes gravirent la colline, puis d'autres encore. On aurait pu rouspéter qu'il était préférable d'encourager les commerçants du coin. Mais les commandes se mirent à affluer cette semaine-là en provenance du cul-de-sac pour toute denrée ou tout produit de base et de luxe qui pourrait se trouver à Hobbitville, à Belot et partout ailleurs dans le voisinage. Les gens commencèrent à s'enthousiasmer. Ils se mirent à cocher les jours sur le calendrier, guettant l'arrivée du facteur dans l'espoir de recevoir des invitations. Celles-ci ne tardèrent pas à affluer à leur tour, paralysant la poste de Hobbitville et submergeant celle de Belot. Il fallut faire appel à des bénévoles pour servir de facteurs surnuméraires. Ils gravissaient la colline à un flot constant, acheminant des centaines de variations polies sur le thème de « Merci, je viendrai certainement ». Un écriteau fit son apparition au portillon de cul-de-sac. Accès interdit, sauf pour affaires en lien avec la fête. Même ceux qui avaient, ou prétendaient avoir affaire avec la fête, étaient rarement admis. Bilbo était trop occupé à écrire des invitations, à cocher des présences, à emballer des cadeaux et à faire certains préparatifs personnels. Depuis l'arrivée de Gandalf, on ne l'avait plus revu. Les hobbits se réveillèrent un matin pour s'apercevoir que le vaste champ, au sud de l'entrée de cul-de-sac, était recouvert de cordes et de mâts destinés aux tentes et aux pavillons. Une entrée spéciale fut excavée dans le talus, au bord de la route, et l'on y construisit de larges marches ainsi qu'une grande porte blanche. Les 3 familles hobbits de la rue du Jet-Sac, adjacente au champ, furent vivement intéressées et universellement enviées. L'ancêtre Gamgee cessa même de faire semblant de travailler dans son jardin. Les tentes commencèrent à s'élever. Il y avait un pavillon particulièrement vaste, si énorme que l'arbre au milieu du champ se trouvait entièrement à l'intérieur, dressé fièrement d'un côté, au bout de la table d'honneur. Des lanternes étaient suspendues à chacune de ses branches. Plus prometteur encore, aux yeux des hobbits, une immense cuisine extérieure fut installée dans le coin nord du terrain. Une armée de cuistots, issus de tout restaurant ou auberge à des milles à la ronde, vint prêter main forte aux nains et aux autres singuliers personnages cantonnés à cul-de-sac. L'excitation fut à son comble. Alors le temps se couvrit. On était mercredi, la veille de la fête. L'inquiétude était palpable. Puis le jeudi 22 septembre arriva pour de vrai. Le soleil se leva, les nuages se dissipèrent, les bannières furent déployées et les réjouissances commencèrent. Bilbo Bezac appelait cela une fête, mais il s'agissait en réalité d'un ensemble de distractions réunies en un seul événement,
et pratiquement tout le voisinage était invité. Quelques-uns furent oubliés par mégarde, mais comme ils se présentèrent quand même, ce fut sans importance. De nombreux convives venaient aussi d'autres régions du comté. Quelques-uns vivaient même à l'extérieur des frontières. Bilbo les accueillit tout en personne, les invités et les autres, à la nouvelle Porte Blanche. Il offrit des cadeaux à tous et chacun étant mis pour ceux qui ressortaient par derrière afin de se représenter à la porte. Les hobbits offrent des cadeaux aux autres le jour de leur anniversaire. Pas très cher en règle générale, et jamais aussi généreux que cette fois-là. Mais ce n'était pas une mauvaise méthode. En fait, à Hobbitville et à Belot, chaque jour de l'année était l'anniversaire de quelqu'un. Aussi, les hobbits de cette région avaient-ils de bonnes chances de recevoir au moins un cadeau par semaine. Mais ils ne s'en lassaient jamais. Ce jour-là, les présents étaient d'une qualité exceptionnelle. Les enfants hobbits étaient si excités que pendant un moment, ils en oublièrent presque la nourriture. Il y avait des jouets tels qu'ils n'en avaient jamais vus auparavant, tous très beaux, et certains assurément magiques. En fait, main d'entre eux avait été commandé l'année précédente. Ils avaient fait tout le chemin depuis la montagne et le Val, et c'étaient d'authentiques jouets de fabrication naine. Quand les invités eurent tous passé la porte une bonne fois pour toutes, il y eut des chansons, de la danse, de la musique, des jeux, et, bien sûr, de quoi manger et boire. 3 repas étaient officiellement prévus, le déjeuner, le thé et le dîner, ou souper. Mais le déjeuner et le thé se distinguèrent surtout par le fait que, dans ces moments-là, tous les convives étaient assis à manger ensemble. Le reste du temps, il y avait simplement beaucoup de gens occupés à manger et à boire, continuellement, du morceau de 11h jusqu'à 6h30, quand le feu d'artifice commença. Les pièces d'artifice étaient de Gandalf. Il les avait non seulement apportées, mais aussi conçues et fabriquées lui-même. Et ce fut lui qui les lança, ainsi que les effets spéciaux et les volées de fusées. Mais il y eut également une généreuse distribution de pétards, de diablotins, de claques-doigts, de cierges magiques, de torches, de chandelles naines, de fontaines elfes, d'abois gobelins et de coups de tonnerre. Tous étaient superbes. L'art de Gandalf se bonifiait avec l'âge. Il y eut des fusées comme une volée d'oiseaux scintillantes aux voix mélodieuses. Il y eut des arbres verts aux troncs de fumée noire. Leurs feuilles s'ouvrirent comme un printemps qui s'épanouit en un battement d'ailes, et leurs branches incandescentes firent pleuvoir des fleurs chatoyantes sur les hobbits éberlués, disparaissant avec un doux parfum au moment de se poser sur leurs visages levés vers le ciel. Il y eut des fontaines de papillons étincelants qui partirent volter parmi les branches d'arbres. Il y eut des piliers de flammes colorées qui s'élevèrent et se changèrent en aigles, en navires voguant sur les mers, ou en une phalange de cygnes volants. Il y eut un orage pourpre et une averse de pluie jaune. Il y eut une forêt de lances argentées qui se dressèrent soudain avec un hurlement semblable à celui d'une armée assiégée, et qui retombèrent dans l'eau avec le sifflement de 1000 serpents ardents. Enfin, il y eut une dernière surprise, celle-ci en l'honneur de Bilbo, et elle saisit les hobbits à l'extrême, comme Gandalf le souhaitait. Les lumières s'éteignirent. Une grande fumée s'éleva. Elle prit la forme d'une montagne vue de loin, et son sommet se mit à rougeoyer. Il cracha des flammes vertes et écarlates. Un dragon rouge doré en sortit, non pas de grandeur réelle, mais terriblement réaliste. Sa gueule vomissait du feu, ses yeux jetaient des regards dévorants. Un rugissement se fit entendre, et par 3 fois, il fila comme une flèche au-dessus de leur tête. Tous se baissèrent, et plusieurs s'aplatirent face contre terre. Le dragon passa comme un express, fit une culbute, puis éclata au-dessus de Belot en une explosion assourdissante. « Voilà qui annonce l'heure du souper, » dit Bilbo. La douleur et l'affolement s'évanouirent d'un seul coup, et les hobbits prostrés se relevèrent d'un bond. Tout le monde eut droit à un souper splendide. Tout le monde, sauf ceux qui étaient conviés au dîner familial, s'entend. Ceci se tint dans le grand pavillon, sous l'arbre. Les places se limitaient à 12 douzaines, nombre que les hobbits appelaient également une grosse, quoique le terme ne fût pas jugé convenable pour référer à des personnes. Et tous les invités furent sélectionnés parmi les diverses familles dont Bilbo et Frodo faisaient partie, à l'exception de quelques amis sans lien de parenté, comme Gandalf. Bien des jeunes hobbits avaient été choisis pour y assister, ce qu'ils firent avec l'autorisation parentale,
car les hobbits étaient indulgents envers leurs enfants quand il s'agissait de veiller tard, surtout quand s'annonçait la possibilité de les nourrir gratuitement. Élever de jeunes hobbits exigeait une solide quantité de provende. Il y avait beaucoup de besaques et de beaufines, et beaucoup de touques et de brandiboucs. Il y avait divers fouisseurs, apparentés à Bilbo Besac par sa grand-mère, et divers fouineurs, ceux-ci par son grand-père Touque. Et un assortiment de terriers, bolgueurs, blairottes, gaillards, serre-ceinture, sonne-cornet et belle-pied. Certains d'entre eux n'étaient que de très lointains parents de Bilbo, et quelques-uns n'avaient pratiquement jamais mis les pieds à Hobbitville, vivant dans les coins reculés du comté. Les Besacs d'Escarel ne furent pas oubliés. Otto et sa femme Lebellia étaient présentes. Ils n'aimaient pas Bilbo et détestaient Frodo. Mais le carton d'invitation, écrit à l'encre d'or, était si somptueux qu'ils s'étaient sentis dans l'impossibilité de refuser. Du reste, leur cousin Bilbo se spécialisait dans la gastronomie depuis de très nombreuses années, et sa table était hautement réputée. Tous les 144 invités s'attendaient à un agréable banquet, même s'ils redoutaient assez le discours d'après-dîner que leur hôte ne manquerait pas de leur infliger. Il risquait fort d'y glisser quelques morceaux de son cru, qu'il qualifiait de poésie. Et il lui arrivait, après un verre ou deux, de faire allusion aux aventures absurdes qu'il avait vécues lors de son mystérieux voyage. Les invités ne furent pas déçus. Ils eurent droit à un très agréable banquet, un divertissement des plus absorbants, riche, copieux, varié et prolongé. Les achats de denrées furent presque réduits à néant partout dans la région au cours des semaines qui suivirent. Mais puisque la réception de Bilbo avait épuisé les stocks de la plupart des magasins, celliers et entrepôts à des milles à la ronde, cela n'avait guère d'importance. Après le repas, plus ou moins, vint le discours. Toutefois, la plupart des convives se sentaient à présent d'humeur indulgente, parvenus au stade délicieux qui consistait à remplir les coins. Ils sirotaient leurs boissons favorites, grignotaient leurs petites douceurs préférées, et leurs craintes étaient oubliées. Ils étaient prêts à écouter tout ce qu'il faudrait et à applaudir à chaque phrase. « Mes bonnes gens !» commença Bilbo, se levant de son siège. « Oyez, oyez, oyez !» crièrent-ils, et ils continuèrent de le répéter en chœur, peu pressés de suivre leur propre exhortation. Bilbo quitta sa place et se rendit sous l'arbre illuminé, où il se tint debout sur une chaise. La lumière des lampes tombait sur son visage rayonnant. Ses boutons dorés brillaient sur son gilet de soie brodée. Tous pouvaient le voir, agitant une main dans les airs. L'autre se trouvait dans la poche de son pantalon. « Mes chers Besac et Beaufine, reprit-il, et mes chers Touques et Brandiboucs, et Fouisseurs et Fouineurs et Terriers, Sonne-Cornet, Bolgueurs, Serre-Ceinture, Gaillards, Blairottes et Belle-Pied. Beau pied !» cria un hobbit d'âge mûr, assis au fond du pavillon. Il s'appelait Belle-Pied, évidemment, et ce nom lui seyait. Ses pieds étaient énormes, exceptionnellement poilus, et les deux étaient sur la table. « Belle-Pied !» répéta Bilbo. « Et aussi mes bons Besacs d'Escarel, que j'accueille de nouveau à cul-de-sac enfin. C'est aujourd'hui mon 111e anniversaire. J'ai 11 ans et 1 an aujourd'hui. »« Hurrah, hurrah, joyeux anniversaire !» crièrent-ils, martelant joyeusement sur les tables. Bilbo s'en tirait à merveille. C'était le genre de discours qu'ils aimaient. Court et prévisible. J'espère que vous avez tous autant de plaisir que moi. Acclamations assourdissantes, cris de oui et de non, brouhaha de trompettes et de cornets, de pipeaux et de flûtes et autres instruments de musique. Il y avait, comme on l'a dit, beaucoup de jeunes hobbits dans l'assistance. Des centaines de diablotins musicaux avaient éclaté. La plupart portaient la marque du Val, ce qui ne signifiait pas grand-chose pour la majorité des hobbits. Mais tous s'accordaient à dire que c'étaient de merveilleux diablotins. Ceux-ci contenaient des instruments de taille réduite, mais de facture irréprochable, aux sonorités enchanteresses. Et là, dans un coin, quelques-uns des jeunes Touques et Brandiboucs, s'imaginant que l'oncle Bilbo avait terminé, puisque de toute évidence il avait dit tout ce qu'il avait à dire, formèrent un orchestre improvisé et entamèrent un joyeux air de danse. Monsieur Everard Touque et mademoiselle Bellilo Brandibouc grimpèrent sur une table et, grelots à la main,
se mirent à danser la salte ronde. Une jolie danse, mais assez vigoureuse. Or, Bilbo n'avait pas terminé. Saisissant un cornet des mains d'un enfant qui se trouvait là, il sonna 3 grands coups. Le tintamarre cessa. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, cria-t-il. Acclamation de toute l'assemblée. Si je vous ai tous réunis ici, c'est pour une raison. Quelque chose dans sa voix fit forte impression. Le silence se fit presque. Un ou deux dressèrent l'oreille. Pour 3 raisons, en fait. Tout d'abord, pour vous dire l'immense affection que j'ai pour vous, tous. 11 ans et 1 an sont trop vite passés en compagnie de hobbits aussi admirables et excellents. Formidable élan d'approbation. Je ne connais pas la moitié d'entre vous à moitié aussi bien que je l'aurais aimé. Et j'aime moins la moitié d'entre vous, moitié moins que vous ne le méritez. C'était inattendu et plutôt délicat. Il y eut quelques applaudissements dispersés, mais la plupart tentaient de démêler le tout pour voir s'il s'agissait d'un compliment. Deuxièmement, pour célébrer mon anniversaire, nouvelles acclamations, je devrais dire notre anniversaire, car c'est aussi bien sûr l'anniversaire de mon neveu et héritier Frodo. Il entre aujourd'hui dans l'âge adulte et dans son héritage. Quelques applaudissements pour la forme de la part des aînés, et quelques cris énergiques de « Frodo, Frodo, hurrah pour Frodo !» chez les plus jeunes. Les besaques d'Escarel se renfrognèrent, se demandant ce que signifiait entrer dans son héritage. Ensemble, nous totalisons 144 ans. Vous avez été choisis pour arriver à ce nombre remarquable. Une grosse, si vous me passez l'expression. Aucune acclamation. C'était ridicule. Bien des invités, en particulier les besaques d'Escarel, se sentirent insultés, convaincus de n'avoir été invités que pour parvenir au nombre requis, comme des marchandises dans un sac. Une grosse, vraiment. Quelle expression vulgaire. C'est également, si je puis me reporter à de l'histoire ancienne, l'anniversaire de mon arrivée par tonneau à Esgaroth, sur le long lac. Quoique je ne me sois pas souvenu que c'était mon anniversaire cette journée-là. Je n'avais alors que 51 ans, et les anniversaires ne paraissaient pas aussi importants. Le banquet fut néanmoins très somptueux, même si j'étais enrhumé à cette occasion, je m'en souviens. Je pouvais seulement dire « merci beaucoup ». Je le répète à présent plus correctement, merci beaucoup d'être venu à ma petite fête. Silence obstiné. Tous craignaient l'imminence de quelque poésie ou chanson et commençaient à s'ennuyer. Pourquoi ne pouvait-il s'arrêter de parler et les laisser boire à sa santé? Mais Bilbo ne chanta ni ne récita. Il marqua une pause. Troisièmement, et pour finir, dit-il, j'aimerais faire une annonce. Il prononça ce mot si soudainement et avec une telle force que tous se redressèrent, qui le pouvait encore. Je regrette de vous annoncer, même si, comme je le disais, 11 ans et 1 an sont bien trop vite passés en votre compagnie, que ceci est la fin. Je m'en vais. Je pars maintenant. Au revoir. Il descendit de sa chaise et disparut. Il y eut un éclair aveuglant, et tous les invités clignèrent des paupières. Quand ils rouvrirent les yeux, Bilbo ne se voyait nulle part. 144 hobbits abasourdis se radossèrent à leurs chaises et restèrent sans voix. Le vieux Odo Belle-Pied retira ses pieds de la table et piaffa d'indignation. Puis ce fut le silence complet, jusqu'à ce que, soudainement, après plusieurs grandes respirations, tous les Besac, Boffin, Touk, Brandybook, Fouisseur, Fouineur, Terrier, Bolger, Blairots, Gaillard, Serre-Ceinture, Sonne-Cornet et Belle-Pied se mettent à parler en même temps.